un événement bikepacking. Ouais. Donc, j'avais l'idée, et puis j'avais rencontré Stéphane Martens, un copain, avec lequel j'organise ensemble le ACT3 et le ACT Champs. Et Stéphane, il a fait 3 fois le Tour des Bikes. Une fois, il était 6e, donc ils savent bien rouler. Et bon, pour un fait, le désavantage de la Belgique, c'est un pays petit. Donc, ça veut dire, pour faire une grande distance, il faut tourner l'église et tourner l'église 10 fois. Donc, on s'est dit, voilà, c'est quoi l'avantage d'un petit pays? C'est que tu peux faire 5 pays en une route. Et comme ça, on a pris une carte, un marqueur, on a fait un grand cercle, et à partir de là, on a commencé à faire un tracé, une notion de tracé de ACT5. Et ça, c'était en 2017. Voilà. J'imagine que c'est pas dans le même état d'esprit que des triathlons ou des courses sur route, il n'y a pas de concurrents. Mais il y a d'autres organisateurs de courses d'ultra en Belgique ou... Oui, après, maintenant, il y en a pas mal. Au début, je crois que tu avais le Botley 4 et le Trans Diagonal. Mais ça sont des événements de, je dirais, 24 heures, pas des plusieurs jours. Et en Europe, donc là tu m'as parlé des États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu là qu'est né ces grandes courses d'ultra, c'est plutôt en Europe. En Europe, c'est quoi la reine des courses parce qu'on a aussi autant cette culture qu'aux États-Unis. Oui, la reine des courses, est-ce que c'est à moi pour décider? Je dirais Black Five. Non, je dirais pas ça, mais le premier, c'est certainement, un des premiers, c'est certainement le Highland Trail, au nord de l'Écosse. Il est créé par Alan Goldsmith. Mais, c'est une bonne question en Europe. En Europe, il y a des différentes traditions. Tu as le triathlon, tu as aussi les BRM, les Audax. Ça existe déjà longtemps, mais c'est un autre concept. Tu vois? Et le BRM, c'est? Le BRM, c'est comme les Audax, donc les grandes distances. Ils font 300, 400, 500, même plus kilomètres en une fois. Mais tu as aussi le transcontinental. Ça j'en ai très connu. parlé. Voilà. Donc, mais ça, c'est route. Ça, c'est. Tu as des événements ultra en route où tu dois faire ta propre trajet avec quelques checkpoints que tu dois visiter. Il y a une dimension orientation aussi. Organisation. C'est un autre événement. Les participants reçoivent un GPS. Ils doivent le suivre, mais ils roulent quand ils veulent. C'est ça. Il y a un temps où ils doivent arriver avant pour être homologués avec un grand mot. Donc, il y a des différents concepts, c'est ça. Et une dernière question un peu sur le monde de l'ultra. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un profil type du cycliste qui se dirige vers l'ultra? Est-ce que tu vois un peu des caractéristiques communes chez au début, c'était Gino, on va dire. Au début, c'était des aventuriers. Maintenant, il y a des ex-pros qui commencent à ça, qui cherchent une nouvelle cible, une nouvelle challenge dans leur vie. Ils se dirigent vers des trucs avec des primes, avec des courses, avec de l'argent ou pas nécessairement? Ça, c'est une évolution logique. Mais c'est pas. Allez, est-ce qu'on doit être content avec ça? Ça, je ne sais pas. Si c'est une évolution logique. Mais bon, il y a des pros qui entrent, avec les pros, les ex-pros, il y a des sponsors. Quand il y a des sponsors, il y a de l'argent. Donc, c'est parti. Et lié à ça, et comment tu vois aussi l'implication des femmes dans les ultras? Il y a une croissance, ça c'est certain. Il y a même par exemple Alan Goldsmith, l'organisateur de Highland Trail, il exige que la moitié de ses participants soient des femmes. Donc, aussi pour notre événement, on stimule pour avoir plus de femmes. Mais bon,
c'est pas évident parce que Ça ne s'impose pas. ouais, c'est dur, mais le nombre de femmes qui participent, c'est en croissance. Ça, c'est bien. Ouais. J'allais te demander de parler plus spécifiquement de la course qui t'anime, donc les actes. Ouais. Voilà, comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a un peu évolué aussi? La première édition, on a commencé avec 40 ou 45 participants. Ouais. Donc on a fait le parcours, le tracé qui est pour nous le plus important. Puis on a cherché quelques sponsors et on a créé un website, un Facebook page, une page Facebook. Et bon, c'était comme une petite famille qui était là à Anvers. Ouais. Mais bon, après la première édition, tu apprends, c'était pas bien de commencer au centre de ville d'Anvers, donc on a déplacé le début. Et bon, l'esprit c'est un peu, tu roules quand tu veux, tu roules comment tu veux, et c'est 100% unsupported. Ouais. Donc, tu ne peux pas avoir de l'aide de l'extérieur ou quoi, tu ne peux pas organiser des choses à l'avance. C'est ça. Ok. Et tu retrouves souvent les mêmes participants, des gens qui sont fidèles à tes courses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que beaucoup de gens apprécient que nous faisons. Ouais. C'est-à-dire, on a des participants qui ont déjà participé 4-5 fois. Ouais. Donc, ils ont pris un abonnement chez nous. Ouais. Mais ça, et du coup, notre tracé change pour 5% chaque année, pas beaucoup. On fait un peu des adaptations. Mais donc, on est un peu au niveau entre très amateuristique et pro. Donc, on est entre les deux. Et je crois que c'est ça le concept qui aime les gens. Ouais. C'est pas trop cher, c'est pas top réglé, mais Ouais, c'est une ambiance conviviale aussi. voilà, une ambiance familiale, conviviale. Donc, Et juste parce que peut-être ceux qui nous écoutent ne voient pas trop, situent pas trop la distance de. Ah oui, donc la ACT5, malheureusement, on a discontinué ça l'année passée, parce que le nombre des participants, ça diminuait chaque année à cause c'est très dur. Ouais. Donc c'était connu que c'était très dur, très long. C'était 1200 km Ah ouais. avec 30 000 degrés. Donc ça c'était dur. Ouais. Et c'était vraiment du VTT. Ah ouais. Donc Donc le tracé que moi j'ai fait en septembre, c'était facile. ça c'était du gravel, ouais. Et puis la ACT3, donc un an plus tard, après la ACT5, les gens demandent, voilà, je veux bien faire quelque chose comme ça, mais ACT5 c'est trop long. Ouais. C'est trop long. Une semaine, et les gens préfèrent en été d'aller en Italie, en Espagne, ce qui est logique. Donc on a créé la ACT3 un an plus tard. Et ça c'était le succès parce que c'est au début de saison, autour de 1er mai, sauf une année où on devait faire à cause de Covid en septembre. Mais bon, les gens prennent 1, 2, 3 jours de congé, et puis ils peuvent rouler quelque chose, ils peuvent déjà tester leurs conditions au début de saison. Donc voilà. Et l'année passée, on avait au départ 94 participants. Ouais. Donc Tu peux donner un petit peu, comme ça les gens ils réalisent au niveau des temps, le meilleur on peut... donc c'est 500 km, un peu moins. C'est un dénivelé entre 10 et 11 000, que du VTT. Donc il y a des parties très techniques. Et c'est un boucle qui commence à Eupen, qui finit à Eupen. Et le record, c'est autour de 36 heures. Non-stop. Ça, c'est. Ouais, le battre ça, il peut être une combat du bon genre. Hein. Et quel est le taux d'abandon? Ça varie. C'est une grande influence, c'est le temps. Ouais. Parce qu'on a eu une année où on a commencé avec ciel bleu, de la soleil. Et un jour et demi plus tard, il y avait 15 cm de neige, de la neige. Donc, ça peut, En mai? Non, pas en mai. oui, en mai. En mai. Okay. Donc, mais ça varie un peu entre des 45 et 60% de DNF, des Ah ouais. finish. Ouais. Ouais, ça.
Ouais, c'est ce qui rend aussi l'inscription et la course excitante. Il y a un aspect dépassement, on n'est pas nécessairement sûr d'y arriver. Donc, pour ceux qui cherchent vraiment le challenge, ça. Au début, on disait, voilà, quand tu surpasses le temps prévu, c'est de 80 heures. Ouais. Là, tu as une not an official finisher. Ouais. Oui. Maintenant, on a dit, les dernières années, on a dit, quand tu vas voir que tu ne vas pas achever ça dans le délai, continue, et c'est pour le fun. Ouais. Ça. Est-ce que tu essayes d'avoir parfois allez, on va dire un peu des stars dans l'ultra, même si c'est pas un milieu avec des réelles stars, mais est-ce que tu essayes parfois d'avoir des gens d'inviter certaines personnes ou... J'ai posé la question déjà à JP Devey, j'ai posé la question à Lyle Wilcox, Ouais. j'ai posé la question à Sofiane Télé. Mais bon, Ils viennent une fois et ça va lancer. ouais, ils sont même pas venus, donc parce que oui, peut-être la Belgique c'est peut-être trop petit pour eux, je sais pas. Mais il y a le cachet, la Belgique c'est quand même aussi le pays du vélo, un pays qui est reconnu pour sa culture du vélo, quoi. Ils viennent une fois et ça lancerait peut-être quelque chose. Oui, et honnêtement maintenant, on continue à organiser, on aime ça, on veut pas vraiment devenir grand et grandir. Ouais. Ça reste comme il est. Et bon, quand des grands stars, on a eu quelques stars, comme des gens comme Ben Sturbout, Manu Catrice, qui ont déjà roulé, Captain South. Ils ont fait pas mal des ultras partout dans le monde. Donc on a eu des stars, mais les grands stars autorisés, non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin pour un objectif. Et aussi, encore une dernière petite question sur cette organisation. Ça te met combien de temps et quelle est la difficulté quand tu fais le tracé, quand tu fais la reconnaissance? Comment est-ce que tu... Au début de première année, on a mis beaucoup de temps, beaucoup de week-ends à faire le tracé. Maintenant, c'est plutôt l'entretien du tracé qui est, surtout les dernières années, c'est Stéphane Martens qui fait ça. Et moi, je m'en occupe un peu d'admin, de tenir le site web et les inscriptions. Donc, maintenant, allez, ça devient de moins en moins de boulot, parce que oui, tu sais ce que je dois faire. Voilà. Donc Stéphane, c'est lui qui est sur le vélo pour aller dénicher les petits chemins à ne pas prendre ou à prendre. Oui, de temps en temps, parce que dans 15 jours, Stéphane et moi, on va faire une partie de reconnaissance ensemble. Donc, mais c'est chouette, maintenant, le tracé est connu et il reste comme il est. Voilà. Ah, c'est top. Et dernière petite question, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans le fait d'organiser ça? Qu'est-ce que tu aimes en fait? C'est le plaisir de voir d'abord les gens souffrir, mais après, soit ils ont fini ou pas, c'est la gratitude, ils sont heureux qu'ils l'ont fait, c'est un challenge contre leur-même, donc c'est ça, c'est le plaisir. On ne gagne rien avec ça, c'est juste un peu le plaisir des autres, des gens. Voilà. Non, super. Moi, juste pour parler de ma toute petite expérience, moi, je suis vraiment pas dans le milieu de l'ultra, mais c'est vrai que, en fait, j'ai beaucoup souffert pendant la dernière partie, et pourtant, c'était ce que tu vas appeler une petite distance, le 400, là. Mais après, directement, presque le lendemain, j'étais là, c'est trop chouette, je suis trop content, j'ai adoré ce que j'ai fait, et pourtant, c'est vrai que j'ai eu une période avec, je te parlais de mes cales look, qui s'embourbaient à chaque fois. La nuit a été très très froide, j'étais pas assez habillé. Il y a eu un côté vraiment épreuve physique. Mais au final, moi tout le monde sort avec des belles expériences ou des choses qu'ils ont. Comme toi, tu es un triathlète, donc tu peux imaginer rouler quelque chose comme ça, c'est tout à fait autre. Tu fais des choses que tu n'auras jamais fait avant, peut-être. Donc, ça, c'est le plaisir. C'est vrai aussi que je pense que chaque année, la course change. Parce que
si quelques jours avant, il n'y a plus, comme tu as vu, Olivier, bah, ça change complètement le parcours. Oui, et ce qui est aussi un peu le fun, le plaisir, c'est on crée un groupe WhatsApp. Et tu vois que ça commence quelques semaines avant, ça commence à vivre. Et tout le monde, voilà, j'espère qu'il y aura la neige, let's pray for snow. Et puis il y a des gens qui postent les soleils et tout ça. Donc, il y a aussi on crée des groupes comme ça pour que les gens peuvent poser des questions. Qu'est-ce que je dois prendre? Donc l'incertitude. Donc ça commence à vivre quelques semaines avant. Ça c'est agréable pour moi. C'est vrai qu'il y a une ambiance le matin autour du café au réveil, il y a quelque chose de moins oppressant que dans les courses de triathlon. Les gens, il y a de l'amitié, il n'y a pas de compétition, peut-être chez les 3-4 premiers, oui, un peu, mais pas comme dans une course ou un triathlon, tout le monde aide. Officiellement, tu ne peux pas aider quelqu'un, parce que c'est un support, mais avant à la fin, c'est une grande famille, on fait un feu, tout le monde se rassemble autour du feu, au moins un verre. Et il y a tout ça. Comment tu vois l'évolution du matériel des gens qui participent à l'UPA? Et par exemple, est-ce que tu vois de plus en plus de vélos en titane? Est-ce que les roues en carbone, ils sont en pression? Un peu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps ici au magasin. Les questions, est-ce que je dois prendre carbone? Est-ce que je dois prendre aluminium? Est-ce que je dois prendre un titane? Oui, c'est certain que le nombre des vélos titane que tu rencontres, ça augmente chaque année. Parce que c'est un matériel, moi je roule aussi en titane, c'est un matériel qui donne du confort, et de l'autre côté qui est très durable et qui est très fort. Le carbone, ce sont les gens qui veulent aller rouler très vite, donc qui voient ça comme un vrai course. Et l'autre matériel, c'est bon, je me souviens à l'époque, au début des années 90, quand moi j'allais en Espagne, c'était avec 22 kilos, tente, sac de poussage, matelas. Maintenant, c'est au-dessus de 10 kilos. Donc, il y avait une évolution énorme dans tous les matériaux, les matériaux de camping, les outils que tu prends avec, les vêtements, et tout. Et ça va continuer, je suis persuadé. Parce qu'au début, moi, et je l'ai encore à la maison, je ne l'utilise plus, mais mes 2 premières sacoches de bikepacking, je l'ai fabriquées moi-même. Donc, là maintenant, c'est vrai que c'est un peu la course au gramme, c'est dans tous les sports. Et aussi, même avec ça, ce sont aussi les distances, parce que je me souviens, moi j'avais au début en moyenne 70 km par jour, maintenant, il est plus long quand tu fais ça. Maintenant, il y a des gens qui roulent 400 km pour une fois, sans rouler. Et ils répètent ça plusieurs fois l'affilée, parfois ils dorment un petit peu, puis ils commencent. Oui, mais ça c'est une évolution que je ne suis pas vraiment en faveur, parce qu'il y a des gens qui roulent beaucoup, qui dorment à peu près rien, et là il y a certains gens qui commencent à poser des questions. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils prennent? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à gagner, sauf l'honneur. Donc, mais bon, pas seulement l'honneur, mais aussi les sponsors. Et là, on entre dans un jeu de guerre et un jeu d'argent. Donc, dès qu'il y a de l'argent, il peut y avoir du dopage. J'accuse personne, parce que je n'ai pas des preuves, mais au moins tu peux te poser quelques questions à ce sujet. Bien sûr. Du coup, je vais te demander aussi, sur ces courses que tu organises, est-ce que tu te souviens, tu as une anecdote en particulier sur un participant, un truc avant ou pas marrant qui s'est passé, un truc à raconter? Sur le ACP3, on a eu un mec, je ne me souviens plus son nom, et quelque part dans un forêt en Allemagne, il est monté, c'était pas trop froid, il faisait pas trop froid, donc ils étaient dans sa culotte, dans son sac de charge, c'est underwear. C'est slip. Dans son slip, Et il montait dans une petite cabane de chasse qui était à la hauteur, et le chasseur apparemment il l'a vu,
il vient chasser, il a tiré des balles dans l'air, donc il devait s'enfuir sans les vêtements, et puis le chasseur a dit qu'il pouvait revenir pour prendre ses affaires et partir. Donc ça c'est quelque chose d'anecdote. Petite expérience. Ouais, c'est ça. Pour éviter les périodes de c'est bien, tout est bien passé après, mais bon, voilà. Ouais. Quand les gens commencent à tirer, donc... Et par exemple, là, bientôt, il y aura une nouvelle édition de Acte 3. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les dates un peu... Oui, donc prochaine édition, c'est le 2 mai. Ouais. Donc ça commence à Eupen, comme toujours, tennis foot de Eupen. Et au départ, c'est 10h du matin. Et donc, ce qu'on fait, c'est on suit un peu les gars. Donc, tout le monde reçoit un tracker. Comme ça, les amis et la famille à la maison peuvent suivre tout le monde. Et nous, Stéphane et moi, on suit les cyclistes. On prend des photos, on fait des petites interviews, on filme un peu. Et donc, pour le moment, on a 75 participants. Donc. Et il y aura aussi une distance. Non, la ACP3, c'est une distance, 500 km, c'est ça. C'est les deux distances, c'est notre autre événement. En fait, ça, c'est un événement de gravel. Quelques années plus tard, on a décidé de créer un événement gravel. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose, en Belgique. Donc, on a choisi pour la Champagne, en France, qui est une très belle région, surtout en Flandre, très inconnue pour le cyclisme. Et donc là, on a des belles tracés, Olivier les a roulés. Au début, la première édition, on avait 3 tracés, mais ça, c'était pas pratique pour les ravitaillements pour nous, parce que ça, c'est le seul événement où on a un ravitaillement. Et maintenant, on a deux tracés, donc de 200 à 400 km. Et tu peux expliquer un petit peu aux gens quelle est la différence entre un événement gravel et un événement VTT. Entre guillemets, pourquoi tu devrais choisir un VTT et pourquoi tu devrais choisir un vélo gravel aujourd'hui pour faire un ou autre événement? Si tu fais le ACP Champs qui est gravel avec VTT, tu finiras un peu plus tu te rouleras un peu plus long, parce qu'un gravel, tu peux rouler plus vite. Et il n'y a aussi pas des sentiers techniques. Là, c'est pas de l'autre côté, là, surtout à Luxembourg, là, il y a des tracés vraiment techniques, même avec un VTT, de temps en temps, il faut faire du hike-bike. Donc, il y a des descentes. Donc, là, il y en a des gens qui l'ont fait avec un gravel, mais après, tous, ils disent plus jamais. Okay. Donc, au début, tout le monde demande à ACP3, est-ce possible pour faire en gravel? Bon, quand je dis non, il y a quand même quelques-uns qui vont l'essayer, mais après ils disent non, tu avais raison. Il y avait quand je dis oui, il y a des gens qui disent c'est fou. Ouais. Donc, maintenant on dit sur le site web, you can ride it with a gravel, but you're not going to like us afterwards. Donc tu peux le faire en gravel, mais tu ne vas pas nous aider après. Donc, voilà. Ok, on va passer sur la dernière partie de notre interview. Je vais te demander à chaque fois de faire un choix. Je te propose une catégorie et tu fais ton choix de cœur. Oui. Juste ta course favorite, hormis les ACP. Et tu as peut-être ou pas. Surtout je dirais le tracé favorite, c'est le Montañas Vaqueras, en Espagne. C'est entre Valencia et Madrid. Et le départ, c'est à Teruel. Et là, donc, ça c'est pour l'instant un de mes tracés plus favoris. C'est gravel? C'est gravel, c'est faisable en gravel. J'ai fait il y a 2 ans en gravel et c'est faisable en gravel. Deuxième question, le vélo de tes rêves. Quel est le vélo de tes rêves? J'en ai 5 vélos, donc. Les 5. J'aime bien mon gravel Tiro Agus titane. J'ai aussi un Divider en titane. Maintenant j'ai un Scott Sport.
peu de suspension. Donc voilà, ça sont mes vélos idéales. Ils ont tous une utilité dans ton garage, ou il y en a qui... Ils sont tous dans mon living. Donc, Ouais, pas qu'ils prennent l'humidité, d'abord, faut les mettre au chaud. Quel vélo avec lequel tu as fait le plus de kilomètres? Ça devrait être mon VTT Titan avant, Robertson. Okay. Là, donc, j'ai roulé les grandes distances comme le Silk Road, encore la Highland Trail, et aussi beaucoup de voyages ici en Belgique, les week-ends, les overnighters, Ouais. donc en bikepack. Ouais. Là, tu sais que tu roules aussi avec Classify. Parce que ça, c'est une autre question qui est souvent des gens qui ne connaissent pas trop. Peut-être que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est. Et on peut expliquer aussi. Donc c'est quoi les Classify? Tu roules la plupart, je dirais, ou une grande majorité des gravel, ils roulent en one bike, donc une plateau avant, une cassette de 12 arrière. Yes. Et un Classify, c'est un moyeu qui change le ratio avec un facteur 0,68. Donc ça veut dire, par exemple, moi j'ai un 44 avant, et quand je mets le Classify en marche, il se réduit à vers un 30. Donc c'est un 30 virtuel, en fait c'est un double plateau virtuel. Ouais. Ça c'est idéal. Comme ça tu peux rouler avec, et comme ça avec mon gravel tu peux rouler partout. Sauf quand tu fais des voyages bikepacking. C'est un truc à checker parce qu'il y a 2 extra batteries à checker. Donc ça c'est, de temps en temps ça donne un peu de stress des batteries avec aussi le swap access. Ouais. Donc il faut bien tenir compte il faut bien se charger les batteries. Il faut planifier ça un peu. Question moins technique. Qu'est-ce que tu manges le plus quand tu pars sur un ultra? Pour moi, c'est très simple, parce que les bars, les gels, tu peux pas faire ça pour une semaine ou 2 semaines. Ouais. Donc, moi, j'ai un règle pour moi qui marche bien. Quand j'entre au supermarché, je prends les choses que j'ai envie. Ouais. Et la plupart, c'est les mêmes choses, c'est du yaourt, les chips, les saucissons. Et moi, j'ai toujours une canette de thon ou de R1 sur moi. En sécurité. L'appel du sel, c'est un grand pratique. Exactement. En général, il y a du sel avec tu connais du Danone? Danone, c'est ça, Danone ou pas? Donc ça en combinaison. Il y a des protéines. Généralement, les envies sont fiables. Le corps, il sait ce dont il a besoin pour ce genre de truc. C'est pas comme... Je me souviens, par exemple, le zinc, là, tu roules si autant, des heures par jour, tu ne sais pas manger assez pour repentir. Comment dire, par exemple, pour rajouter, régénérer assez de calories. Donc, alors juste une question, 2 questions très simples. Pourquoi faut-il faire de l'ultra et pourquoi ne faut-il ne pas faire de l'ultra? Pourquoi oui, ça c'est pour chacun personnel, mais pour moi c'est surtout les pays, les paysages, les gens que tu rencontres sur le vélo, mais aussi les gens dans les petits villages. Ouais. Donc c'est l'aventure, l'expérience. Pour moi, le temps, c'est-à-dire le temps de finir la course, ça revient sur 2e ou 3e place. Ouais. Mais je peux imaginer pour les autres, ça vient sur la première place. Ça dépend de l'état d'esprit. Voilà. Pourquoi pas? On ne peut pas être des longues heures seul sur le vélo, il ne faut pas le faire. Les mal aux fesses, une selle mal adaptée, ça peut être des... Oui, heureusement, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ouais. Donc, j'ai de la chance, mais il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec ça. Il faut trouver la bonne selle. La bonne selle. Quand elle est née, tu reçois la bonne, relief. Ah oui, c'est clair. Et
Un conseil, c'est la dernière question. Un conseil pour quelqu'un qui a envie de démarrer l'ultra. Par quoi est-ce qu'il commence? Comment est-ce qu'il commence? Ben, je dirais, au passé, j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire pour la première fois? Moi, je dirais, prends ton vélo, prends un sac de couchage, roule 10 km dans ton forêt, dors sur les étoiles, et tu retournes à la maison le lendemain, quand tu aimes ça, il faut avancer plus. Et puis, il y en a deux routes que je conseille, c'est notre ACT2. Donc, ça, c'est une version raccourcie et assez plate de ACT5. Et puis, au-dessus de la Belgique, le Transgomèze. Aussi, il y a beaucoup de gens pour faire le Transgomèze, 143 km. Donc, c'est faisable en 2 jours. Et c'est vraiment des beaux paysages au sud de la Belgique. Et une fois parti, t'es parti. Et tu vois aujourd'hui de plus en plus des événements qui commencent aussi à passer. Je me souviens, quand nous sommes commencés, il y avait très peu d'événements. Maintenant, c'est comme des marques des sacoches bikepacking. Au début, il y avait que 5. Maintenant, il y a 200 en plus. Et les événements, c'est la même chose. Il y en a beaucoup d'événements. C'est le dynamisme. Les gens s'y mettent. Il ne pourrait pas y avoir autant d'événements s'il n'y avait pas aussi une augmentation du nombre de participants. Bien sûr. Maintenant, il y en a ensemble. Beaucoup de gens qui font le bikepacking. En modus gravel ou VTT ou même route. Ça existe en plusieurs formes. C'est comme le cyclisme au début. Et puis, ça évolue vers le track, le cyclocross, le BMX. Allez, ça aussi, avoir différentes disciplines, et c'est le même qui va faire de passer avec le bikepacking. Après, je pense que c'est aussi la combinaison du fait qu'on a des matos qui est plus performants. Je pense que ça donne envie les gens de dérouler plus. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont aussi besoin de sortir plus. Alors, il reste plus en selle. Même moi, je dois ici au magasin. Avant, au lycée, moi, je fais plus ou moins 80 km par semaine. Maintenant, avec les clients, et c'est 300 km, 400 km. Oui, c'est ça. C'est un peu la distance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a vraiment changé. Ça a grandi énormément, c'est à cause du meilleur matériel, des matériels plus légers, aussi les principes de l'entraînement, de nourriture, tout a évolué. Donc c'est logique que ça augmente. Il y a 10 ans, quand tu faisais un tour de 100 km, tout le monde dit waouh. Ben non, c'est la base. Moi, il y a aussi autre chose que j'ajouterais, c'est que je pense que dans notre génération, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi voyager à vélo, faire du bike touring. Et du coup, il y a quand même vraiment des ponts avec le bikepacking qui sont des ponts clairs et nets. Donc ça, c'est aussi une façon de... Oui, de l'un côté, tu as le bikepacking pur. Allez, pur, je dirais pur, que tu sors et tu dors sous les étoiles sous un arbre, quelque part dans la forêt. Mais puis, il y a aussi des gens, des pensionnés, je dirais, qui prennent seulement les vêtements et qui roulent de hôtel à hôtel. Donc, c'est bien, c'est une évolution bien parce que ça ouvre le bikepacking pour tout le monde. Par contre, oui, aujourd'hui, avec Internet, la capacité de savoir bloquer un hôtel avant d'arriver quelque part. Exactement, c'est ça. Et les applications comme Meet, tout ça, c'est très facile pour planifier vous-même. De warm shower, les bazar. Voilà. Ça, c'est pas mal. Dans ma couch. Dans ma garden. Et là, par exemple, quand vous organisez la course, ces jours même, vous avez des gens pour vous aider non, mais on est à deux et de temps en temps on prend un photographe. On loue un photographe qui prend des photos professionnelles. Mais nous, on est toujours à deux. Vraiment, les gens, c'est à eux de tout gérer. C'est ça. Une fois que le départ a été donné, c'est unsupported, c'est tiré ton plan. Sauf quand tu as quelque chose très sévère médical. De ton corps, là on vient t'aider, mais quand tu casses ton cadre, c'est trop.
Ouais. Ciao. On n'aura pas ce facile. Merci Berten pour l'entretien. Merci, ouais. Pour ceux qui découvrent un peu le monde de l'ultra, ils voient que c'est quand même quelque chose de très différent. Voilà. Et parce qu'il y a une petite communauté de triathlètes qui potentiellement écoutent parfois les podcasts chez Cyclovia, donc c'est très différent. Mais je crois On que a donné encore de la place, donc c'est le www.act5.be. Donc, ouais. C'est bien pour LPC en Belgique. Alors, il ne faut pas citer Classy, trop loin. Non, c'est ça. Alors, ça va être facile. Ouais. Avec moi, il n'est pas participé. exactement. La gare de Eupen, c'est à maximum 4 km de départ. Donc c'est très près. Ouais. Donc, Top, top. Et bon, et merci beaucoup tout le monde. Merci pour avoir participé à le 12e épisode des Chats de la suite. Pour toujours, l'idée c'est d'avoir de plus en plus des invités et de continuer à partager notre passion pour le cyclisme. Avoir toujours des sujets d'actualité. Et bon, on espère que vous avez profité d'un épisode de plus. La prochaine fois, on va essayer de toucher à notre sujet d'actualité, qu'on voit que les gens ils se posent chaque fois de plus en plus de questions. Si vous avez quelque chose à nous donner, des conseils, ou vous avez des questions spécifiques, il ne faut pas hésiter. Comme ça, on peut savoir techniques de changer, comment diriger l'entretien qu'on fait. Merci beaucoup à tous. Merci Olivier. Merci Camillo, merci Berten. merci les gars. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà.